Bonjour, je suis le docteur Zaké Lafaf, médecin généticien et oncogénéticien au CHUM. Dans cette deuxième vidéo, nous allons exposer la signification des résultats en oncogénétique afin de vous familiariser à la démarche et au raisonnement oncogénétique et à l'interprétation des résultats. Lors de la consultation initiale en oncogénétique, nous allons explorer avec le patient son histoire présente de la maladie. Donc c'est le moment du diagnostic avec ses interrogations. Et nous allons réviser son parcours antérieur, médical, personnel et familial. Et aussi se projeter dans le futur en anticipant sur les scénarios possibles des résultats génétiques avec les implications de chacune des situations qui pourraient se présenter. Alors, 3 scénarios de résultats sont possibles. Un résultat positif, c'est-à-dire qu'on aura établi avec certitude l'existence d'une prédisposition héréditaire au cancer. Un résultat négatif qui veut dire que nous n'avons pas identifié de cause génétique héréditaire lors de cette investigation génétique. Et enfin, une troisième situation où l'on peut identifier un variant de signification incertaine qu'on appelle entre guillemets zone grise, pour lequel nous allons refaire des recommandations un petit peu empiriques avec un suivi génétique absolument nécessaire par la suite. Ces 3 situations de résultats vont déterminer un risque différent pour le patient. Au départ, il y a des attentes du patient, il y a des attentes de son médecin vis-à-vis de cette évaluation génétique. Le patient peut être malade, atteint, il peut être non atteint ou asymptomatique. Pour le patient qui est atteint, les attentes sont d'établir un lien de causalité, déterminer les risques futurs, donc faire des recommandations appropriées, adapter le suivi et le dépistage, réduire les risques potentiels de survenue d'autres tumeurs ou d'autres événements attendus, et enfin, choisir des traitements pour la maladie actuelle, qui est très important. Pour le patient qui n'est pas atteint, qui est asymptomatique, pour lequel on fait un test de dépistage, parce qu'un apparenté proche a été diagnostiqué avec un syndrome de prédisposition héréditaire. Il s'agit ici d'évaluer le risque, de déterminer les risques futurs, de personnaliser son dépistage et d'adapter et de personnaliser son suivi. Toute cette approche est faite dans un contexte de support psychologique, d'accompagnement et d'écoute attentive. Je vais faire un petit rappel sur les gènes, leurs fonctions et la notion de mutation. Vous savez, quand nous avons, pense-t-on, 30 000 gènes, pour chacun des 30 000 gènes, nous avons 2 copies. Une copie vient de notre père et une copie vient de notre mère. Pour l'ensemble de ces gènes, il y a des groupes de gènes qui ont des fonctions particulières. Donc là, on va s'intéresser à des gènes réparateurs de l'ADN, qu'on peut appeler protecteurs. Donc la fonction essentielle, et ce n'est pas la seule, c'est de réparer les dommages à l'ADN qui surviennent depuis notre conception jusqu'à la fin de la vie. Donc tous les jours, nous avons des dommages à l'ADN. Et si nous héritons d'une mutation dans un de ces gènes réparateurs d'ADN, on va avoir un risque plus élevé de faire différents types de cancers. Donc parmi ces gènes, on nous ciblait ici, donc on a les gènes BRCA1, BRCA2 que tout le monde a entendu parler, et d'autres gènes que nous n'allons pas détailler aujourd'hui. Donc ce sont ces gènes-là qui sont actuellement considérés comme les gènes importants à envisager dans les investigations génétiques.
Alors, si on regarde de façon basique, qu'est-ce qu'on entend par une mutation? Qu'est-ce qu'on entend par un variant de signification incertaine? Je vais vous donner l'exemple que je donne à mes patients. C'est-à-dire que je me place dans une situation d'un professeur à l'école. Et je fais une dictée. Et cette dictée, c'est « j'utilise une clé pour ouvrir une serrure ». Et ce serait comme la séquence de référence, parce qu'à la base, en fait, le prélèvement sanguin fait chez le patient, sur lequel on va extraire l'ADN, on va comparer la séquence génétique de son patrimoine génétique, des gènes ciblés par rapport à une séquence de référence. Alors, on peut avoir des élèves qui vont me dire « j'utilise une clé pour ouvrir une serrure » quand ils vont me lire leur copie, et quand je vais prendre la copie pour la lire, je vois qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, et donc je considère que le résultat est négatif. Par contre, si un des élèves me lit sa copie ou la phrase dictée et me dit « j'utilise une blé pour ouvrir une serrure », ici nous n'avons pas un sens commun. On ne peut pas ouvrir une serrure avec du blé. Il y a eu un changement d'une lettre C par une lettre B, et donc il y a une substitution nucléotidique, si on fait la référence au gène, et donc là on a un non-sens. Ici il s'agit d'une mutation délétère. C'est un résultat positif. Par contre, si un des élèves me lit sa phrase comme « j'utilise une clé pour ouvrir une serrure », je lui dis bravo, mais en prenant le soir sa copie pour la corriger, je remarque qu'il a écrit le mot-clé avec un K. Ici, j'ai une petite gêne. Je me dis, est-ce que écrire le mot-clé avec un K, ça a la même signification qu'un mot-clé avec un C ou CLEF? Ici, j'ai une zone grise et je parle de variant de signification incertaine. Par rapport à la signification des résultats, dans un premier temps, nous allons voir la signification d'un résultat positif en prenant exemple d'une mutation dans le gène BRCA. Ici, nous avons une famille dont le père est décédé à l'âge de 60 ans d'un cancer du sein. Plus tard, sa fille, à l'âge de 35 ans, a eu aussi un cancer du sein. Donc vous voyez un message subliminal comme quoi les cancers du sein chez les hommes, ça existe. Et lors de l'investigation génétique, chez la dame de 35 ans, nous avons diagnostiqué une mutation dans le gène BRCA. Cela donne une probabilité de 50% pour sa sœur de 40 ans de porter cette mutation et donc être prédisposée. Il s'agit là de faire un test de dépistage. Et donc si le test est positif, quelle signification cela aurait? 1, on aurait comme établi un lien de causalité, donc on aura établi un diagnostic. 2, on aura évalué pour le futur un risque élevé de nouveaux cancers. Pour la personne qui est déjà atteinte, son risque de développer un nouveau cancer du sein est élevé, son risque de développer un cancer de l'ovaire est très élevé, et sa sœur, si elle est testée positive, elle aurait aussi un risque élevé de cancer du sein et cancer de l'ovaire. Pour la personne qui est atteinte, cela permet de choisir les traitements, de minimiser les risques en adoptant une personnalisation de la prise en charge, comme par exemple une mastectomie préventive de réduction du risque, et une ovariectomie, salpingectomie, hystérectomie de réduction du risque de cancer de l'ovaire, qui permettrait de réduire et de minimiser les risques, ou bien diagnostiquer un cancer à un stade débutant qui permettrait de minimiser les risques de complications futures. Enfin, ici, pour la sœur, c'est vraiment un test de dépistage qui sera fait en cascade, parce qu'elle-même, si elle a des enfants, pourrait, comme à leur majorité, proposer un test de dépistage.
Donc je voulais insister sur la notion de diagnostic et de dépistage à travers cette diapositive. Par contre, si on adopte une méthode ancienne d'approche monogénique, un test négatif pour le gène BRCA n'aura pas du tout la même signification. On ne pourra pas rassurer parce que le lien de causalité ne sera pas établi avec un syndrome de prédisposition héréditaire au cancer, parce qu'il pourrait s'agir d'une autre condition, d'une autre mutation dans un autre gène. Est-ce qu'on aurait pu évaluer ces risques futurs? Non, parce qu'on aurait comme une investigation incomplète. Est-ce qu'on aurait pu choisir ces traitements? Absolument pas, parce que d'autres gènes pourraient être impliqués dans le risque de l'ovaire ou du sein et qui pourraient indiquer aussi des conduites différentes. Nous avons comme des stratifications différentes en fonction des gènes. Il n'y a pas de standardisation dans la prise en charge. Enfin, les risques minimisés par les chirurgies préventives ne pourront pas être abordés parce qu'on en manque d'informations. Par contre, pour les proches apparentés, leur risque ne pourra pas être évalué parce qu'il n'aura pas identifié de mutation lors de l'investigation diagnostique chez le cas index. Alors, comment interpréter un résultat négatif? Il y a beaucoup de nuances dans ce que je vais dire. Un résultat négatif veut dire qu'on n'a pas trouvé, identifié, de mutation délétère dans l'ensemble des gènes analysés. La réduction du risque est considérable, mais elle n'est pas nulle. On peut adopter une conduite thérapeutique similaire à celle des formes sporadiques, en faisant la nuance que dans certaines situations d'agrégation familiale de cancer, on irait avec des approches de recommandation selon l'histoire familiale. Enfin, le dépistage familial n'est pas indiqué parce qu'il n'y a pas de mutation identifiée. Disons que c'est une situation assez fréquente, assez simple, mais avec des nuances. Deuxième situation, c'est identification d'une mutation délétère dans au moins un gène. Ici, nous pouvons dire qu'on a établi un lien de causalité. On peut déterminer le mode d'hérédité, parce que dans la plupart des cas, il s'agit d'un mode d'hérédité dominant, mais dans certains cas, il y a des formes d'hérédité autosomique récessive. Ça va permettre de révéler le risque futur pour un énième cancer dans le futur et déterminer son spectre et sa magnitude du risque. On peut choisir des traitements et ce choix de traitement n'est pas standardisé, il est fait en fonction de ce qu'on connaît à l'heure actuelle par rapport à tous ces gènes dont la plupart sont des gènes émergents. On va ajuster le suivi et on va personnaliser les soins selon le ou les gènes impliqués. Nous avons des situations où des patients ont 2 mutations différentes. Ici, le dépistage familial est possible et on peut le faire en cascade, donc de proche en proche. Troisième situation qui est assez fréquente puisque environ 25 à 30% des résultats démontrent un variant de signification incertaine et j'insisterai fortement sur la notion qu'un variant de signification incertaine ne doit jamais être considéré comme une mutation. Dans ces cas-là, nous allons pouvoir dire qu'il y a une réduction considérable du risque de développer des cancers pour tous les gènes pour lesquels l'examen est normal. Il y a cependant une incertitude pour la variation rapportée, qui, dans la grande majorité des cas, est une variation qui s'avérera être bénigne par la suite, mais cela
nécessite un suivi et puis l'accumulation de données qui sont partagées dans le monde par une base de données mondiale. Et ces informations nous sont fournies régulièrement et auxquelles aussi on va contribuer. Le degré d'incertitude est variable. Il reste que dans ce cas-là, il y a environ 2 à 5% des variants de signification incertaine qui sont en réalité de vraies mutations et pour lesquelles nous devons faire extrêmement attention et être très vigilants. Donc, c'est des familles qui sont nécessairement suivies régulièrement pour mettre à jour les informations concernant ces variants. Les recommandations cliniques adoptées sont identiques à celles d'un résultat négatif, avec une nécessité de suivi systématique et très important en génétique, et parfois une étude de ségrégation familiale. C'est-à-dire qu'on aura besoin de tester d'autres membres de la famille et corréler leur maladie avec les résultats génétiques pour pouvoir interpréter ces données. Ici, comme pour un résultat négatif, le dépistage familial n'est pas indiqué. Il n'est pas nécessaire de faire des tests génétiques chez une personne en bonne santé pour un variant de signification incertaine. Cela n'apportera pas plus d'informations pour son suivi. Alors, en définitive, on peut dire que la démarche diagnostique en oncogénétique est complexe. Il y a toujours des nuances d'interprétation. Le suivi des variants de signification incertaine est absolument nécessaire. Le suivi génétique des gènes émergents, de leur profil d'expression dans le temps est extrêmement important parce que cela pourrait amener à changer le conseil génétique pour ces mêmes personnes et pour leurs proches apparentés dans le futur. Je terminerai en disant que nous considérons que le rendu de résultats face à face est fondamental car il permet d'expliquer le résultat avec ses nuances aux patients, d'expliquer les impacts sur son suivi et l'impact qu'il pourrait avoir pour ses proches apparentés et enclencher la prise en charge familiale. Le médecin référent, le médecin de famille, aura assez rapidement accès à l'interprétation du résultat et la note de l'équipe de génétique pour que le suivi puisse se faire. J'espère que cette vidéo vous sera bénéfique afin de pouvoir coordonner les efforts de chacun en vue d'une fluidité d'investigation des patients. Et nous restons à votre disposition pour répondre à vos questionnements. Je vous remercie et je remercie la Fondation du cancer du sein du Québec, le Réseau Rose et les services de communication du CHUM ainsi que le CRCHUM d'avoir pu faire réaliser cette vidéo.